Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est l'émission Au micro de RTI où nous recevons aujourd'hui Serge Barbet qui est le directeur du CLEMI, Centre d'éducation aux médias et à l'information. Bonjour à tous, c'est Meg Wang. Et François-Xavier Boulet. Pour Au micro de RTI, aujourd'hui nous recevons Serge Barbet, directeur du CLEMI, qui était de passage à Taïwan dans le cadre de l'organisation de GCTF, un cadre de coopération internationale pour la formation mise en place entre autres par Taïwan, les États-Unis et aussi le Japon. À l'occasion de son déplacement à Taipei, nous avons eu la chance de le recevoir au studio de RTI puisqu'il a accepté notre invitation pour nous partager sa mission à la tête du CLEMI et bien sûr les enjeux de la formation de la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui aux enjeux d'une bonne information, qu'elle soit libre et protégée. Et Serge Barbet va commencer par nous présenter les missions du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui, je vais le dire, a tellement d'avance par rapport à Taïwan en fait. Alors le CLEMI a effectivement été créé en 1983 par un universitaire, Jacques Gonnet, qui avait vécu quelques années aux États-Unis et qui avait assisté à l'avènement des médias de masse. On parlait évidemment à l'époque beaucoup de la télévision et de la radio, des médias audiovisuels. Et c'était également, il y a un peu plus de 40 ans maintenant, les prémices d'une révolution numérique dans laquelle nous sommes totalement plongés. Et Jacques Gonnet a perçu l'importance, face à l'avènement de ces médias de masse et à ces transformations en cours, de la nécessité de développer les capacités d'analyse critique des élèves face justement à cette diffusion massive des informations, quels que soient d'ailleurs les contenus et quels que soient les supports. Et donc le CLEMI, depuis un peu plus de 40 ans, a toujours poursuivi cette mission de renforcer l'esprit critique des jeunes générations face au contenu sur tout type de support comme je viens de l'expliquer, et donc dans une perspective de formation des enseignants en éducation aux médias et à l'information, de production de ressources pédagogiques de référence dans ce domaine. L'animation également d'un certain nombre d'actions éducatives a été confiée au CLEMI, et en particulier la plus connue d'entre elles qui s'appelle la Semaine de la presse et des médias dans l'école, que nous organisons chaque année au mois de mars. Et puis avec le temps, plusieurs activités se sont développées vers un élargissement de cette offre du CLEMI en direction de tous les publics. D'abord en commençant par les familles, dans le lien naturel qui existe entre l'école et les parents, dans une perspective aujourd'hui évidemment de parentalité numérique pour accompagner, écouter, échanger avec ces familles sur les problématiques aujourd'hui liées aux usages responsables des écrans. Et puis enfin, le CLEMI a toujours, depuis ses origines, inscrit sa réflexion et ses activités dans une perspective d'ouverture au niveau européen et international. Et donc nous avons un certain nombre de coopérations effectives aujourd'hui avec plusieurs régions du monde. Est-ce qu'il y a des évolutions en fait depuis les années 80 dans ce que vous proposez dans l'enseignement, dans l'éducation, sensibilisation? Évidemment, cette évolution correspond principalement à l'évolution même des pratiques informationnelles des publics, avec cette généralisation des usages numériques, avec l'avènement des plateformes et des réseaux sociaux. Le CLEMI s'est toujours, non pas adapté, mais a toujours, on va dire, travaillé activement au quotidien dans l'observation à la fois de l'évolution de ces pratiques et donc dans l'adaptation des offres qu'elles devaient produire pour qu'elles soient toujours à la page. C'est-à-dire, effectivement, on n'enseigne pas aujourd'hui ces enjeux d'éducation aux médias et à l'information de la même manière qu'on pouvait le faire il y a 40 ans, mais de la même manière qu'on pouvait le faire encore il y a 5 ans. Il y a des thématiques émergentes qui sont liées à l'évolution fulgurante des technologies numériques de l'information, et nous parlons par exemple aujourd'hui beaucoup de sujets comme celui des ingérences numériques étrangères qui font aujourd'hui partie des contenus que nous devons savoir analyser, comprendre les notions et les différents concepts qui y sont rattachés pour pouvoir enrichir la formation des enseignants et puis répondre de façon adaptée, adéquate à la réalité concrète aujourd'hui de la manière dont tous les publics aujourd'hui ont accès à l'information quelle qu'elle soit. Alors justement, face à ce tout réseau social d'aujourd'hui ou presque, où tout un chacun peut être en quelque sorte journaliste, publier sa propre vérité ou asséner le discours qu'il veut,
les médias traditionnels ont l'air d'être un peu plus en recul. Quels sont les outils que le Clémy peut proposer pour alerter au risque de désinformation ou de mésinformation ? Alors, les pratiques informationnelles ont été radicalement bouleversées. Nous ne sommes plus simplement les récepteurs d'une information, mais nous pouvons en être aujourd'hui les diffuseurs. Alors, tous journalistes, la question évidemment se pose, puisque le journaliste répond normalement à certaines règles de déontologie dans la production et la diffusion de l'information, qui ne se posent pas de la même manière pour tous les citoyens qui n'ont pas forcément de façon innée les compétences requises pour partager aujourd'hui, produire et partager une information fiable, de qualité, sourcée. Et donc cela explique une généralisation aujourd'hui, on va dire, de ce phénomène que nous appelons les désordres informationnels, puisque effectivement les informations de qualité que je viens d'évoquer, qui peuvent être produites par des tiers de confiance, se retrouvent relativisées, noyées dans un océan de contenu plus ou moins fiable, voire parfois tout simplement illicite. Et donc effectivement la réponse principale que va apporter le Clémy, et au-delà du Clémy bien évidemment l'ensemble des acteurs engagés à nos côtés en éducation aux médias et à l'information, c'est d'apprendre, de transmettre ce que l'on appelle les fondamentaux de l'information, c'est-à-dire dès les plus jeunes âges, parvenir à l'école à apprendre aux jeunes générations ce qu'est une information, justement, qui la produit, comment elle est produite, de quelle manière elle peut être diffusée, quelle est sa plus-value, pourquoi l'information n'est pas un bien de consommation comme un autre, mais quel est ce qui cimente aujourd'hui nos sociétés démocratiques, et pourquoi il faut donc préserver aujourd'hui la qualité et l'intégrité de l'information dans cette ère numérique où nous voyons bien que ce ciment de nos démocraties peut être fissuré par justement ces désordres informationnels dont je parlais. Et donc on va commencer sur ces enjeux des fondamentaux de l'éducation aux médias. Et progressivement, au cours de la scolarité, nous allons évidemment aborder des sujets de plus en plus complexes pour arriver en fin de cursus à traiter des sujets touchant, par exemple, quand on parle de désinformation, aux questions d'économie de la désinformation. Derrière l'économie de la désinformation, la question de l'algorithmie. Et donc nous voyons que nous sommes aujourd'hui dans des sujets de plus en plus complexes. Et pour la semaine de la presse dont vous parlez tout à l'heure, c'est déjà la 37e édition et c'est le même thématique tous les 2 ans en fait. Et ça dépasse aussi le cadre d'une seule semaine. J'ai l'impression que c'est plus un mois que ça se déroule. Comment ça s'organise concrètement en fait? Alors c'est effectivement la 37e édition avec cette 2e année consécutive un thème assez éloquent par rapport à ce que je viens de dire. Où est l'info? Et donc chaque fois, chaque nouvelle édition, nous choisissons, nous retenons un thème qui puisse parler à tous les enseignants pour leur permettre de traiter ces sujets avec des élèves aussi bien du premier degré, de l'école primaire, élémentaire, jusqu'au lycée, l'enseignement secondaire. Et donc nous avons une mobilisation massive puisque 800 partenaires sont aux côtés du Clémy, essentiellement des partenaires issus du secteur de la presse et des médias, parce que c'est quelque chose qu'il faut spécifier. Le Clémy est un centre de liaison entre les acteurs de l'enseignement et les professionnels de l'information et des médias. On a plus de 220 000 enseignants qui participent pour à peu près 4 millions d'élèves. C'est la quasi-totalité aujourd'hui des collèges et des lycées en France qui participent à la semaine de la presse et des médias dans l'école. Et donc effectivement, on a une enquête à la fin de chaque édition qui nous permet d'avoir les remontées des enseignants. Et ces enseignants nous disent 2 choses. D'abord, le thème qui est prescrit, ils le suivent pour plus de 75% d'entre eux. Et puis, la deuxième chose, c'est que la durée d'activité pédagogique moyenne sur cette action éducative approche le mois. Donc, nous avons proposé au ministère de l'Éducation nationale en France de changer l'appellation pour passer au mois de la presse et des médias dans l'école. Bon, pour l'instant, nous sommes restés sur la semaine, mais effectivement, cela témoigne de l'attrait de ce type de proposition. Du coup, en tant que centre de liaison, vous proposez des outils pédagogiques directement au corps enseignant. Est-ce que vous avez aussi des outils pédagogiques, des cahiers ou des choses qui sont adaptés à chaque niveau d'élève, puisque vous disiez c'est depuis le primaire jusqu'au secondaire? Comment vous coopérez avec les professionnels des médias, mais aussi le corps enseignant pour ces outils pédagogiques?
Alors, notre but n'est effectivement pas simplement d'opérer une action de sensibilisation des enseignants. Aujourd'hui, ces enjeux d'éducation aux médias et à l'information sont inscrits dans les curricula de notre système éducatif. D'accord. Et donc, effectivement, il faut répondre à des attentes extrêmement précises des enseignants en fonction du degré, du cycle et de la matière, de la discipline ou de l'interdisciplinarité également dans laquelle ils se situent. Et donc, nous avons, par exemple, des ressources qui sont adaptées, que ce soit pour le premier ou le second degré. Et ces ressources prennent aujourd'hui différentes formes. Je vais en citer un exemple à travers une ressource qui me semble particulièrement intéressante, qui s'appelle Classe Investigation. Et donc, Classe Investigation, c'est une enquête journalistique immersive dans laquelle nous allons plonger les élèves par binôme. Oui. Et ils vont devoir, ces élèves, produire un reportage sur un scénario donné. Et donc, D'accord. c'est un travail que nous leur proposons de se confronter aux différentes sources, de pouvoir faire le tri et ensuite de produire un reportage avec une hiérarchisation de l'information, un angle éditorial, un traitement qui va correspondre à la manière dont travaillent des journalistes professionnels. Par la suite, ce reportage va être justement confronté et comparé au même reportage sur la même thématique fait par un professionnel des médias avec lesquels nous travaillons. Nous en sommes au 4e scénario aujourd'hui et donc c'est extrêmement pratique et utile pour les enseignants puisque tous les enseignants ne bénéficient pas forcément d'une formation solide aujourd'hui en éducation aux médias. Et ce type de ressources qu'on appelle clé en main permet à des enseignants qui ne sont pas forcément formés autant qu'il le faudrait justement de travailler sur une question aussi complexe de façon assez souple avec de la sécurité, de la confiance pour pouvoir travailler efficacement avec les élèves. Et est-ce qu'un modèle, ce modèle-là de la semaine de la presse ou autre, c'est un modèle qui peut être exporté, par exemple, à Taïwan? Parce que la question du début de fixe, en fait. Oui. Lorsque Clémy a été créé en 1983, on était encore sous la loi martiale, en fait. Donc, c'est des choses qu'on n'imaginait absolument pas, en fait. Mais est-ce que Taïwan travaille aussi dans la sensibilisation des élèves Bien aux sûr. médias, mais on est très, très loin de ce que vous faites, en fait. Écoutez, la semaine de la presse et des médias dans l'école a été créée par les fondateurs du Clémy parce qu'il manquait de moyens pour introduire de façon pluraliste les médias, les moyens d'information dans le système éducatif. Et au tournant des années 1980, cela a été autorisé effectivement par le ministère de l'époque et par les autorités publiques de l'époque. Et donc cela a permis au Clémy de donner finalement une action concrète en milieu scolaire à une époque où toutes les avancées de l'éducation aux médias dans les programmes n'étaient pas encore concrètes. Et donc c'est une action qui prévaut puisque nous préparons la 37e édition, mais il existe d'ores et déjà d'autres semaines qui traitent de ces sujets un peu de façon similaire. Il y a la Global Mill Week, alors qui dépasse parfois un peu le cadre stricto sensu d'une éducation aux médias et à l'information, mais qui intègre en fait totalement ces enjeux-là, qui est la Global Mill Week, qui se tiendra le mois prochain à Carthagène en Colombie. Et puis, il y a également une initiative qui avait été prise au niveau de l'Europe, d'une semaine européenne de la média littératie. Et donc là, effectivement, c'est une initiative qui a pâti, qui a souffert de la crise du Covid et dont nous pensons qu'elle aurait encore son utilité. Car nous percevons dans nos coopérations que plusieurs pays se sont emparés de cette idée, plusieurs régions, je pense notamment à nos partenaires du Québec qui ont lancé il y a quelques années, en 2019 je crois, leur propre semaine qui a lieu au mois de mai et qui continue avec une spécificité que je trouve très intéressante, c'est d'avoir immédiatement ouvert cette action au public scolaire, mais également aux familles, en demandant à toutes les entreprises du secteur de la communication et de l'information de faire des journées portes ouvertes pour accueillir le grand public et répondre à leurs questions. Je trouve ça très très pertinent. Pour revenir un petit peu à la situation des médias à Taïwan, l'indice de confiance est très faible. Bon, dans de nombreux pays, en France aussi, mais à Taïwan, il est à peine de 28%, si on reprend les chiffres de Reporters sans frontières notamment, avec un système de médias. Oui, il y a des médias publics indépendants, mais il y a aussi des médias très polarisés. Quels conseils vous donneriez pour que cette confiance aux médias et à une information fiable, à la véracité des sources finalement, puisse émerger et ne pas être noyée à Taïwan face justement au tout numérique aussi? Alors, l'un des objectifs est de tisser un lien de confiance entre le public et les médias. Et c'est extrêmement important, c'est un enjeu démocratique majeur. Et donc, la question aujourd'hui, c'est d'observer une transformation des acteurs du secteur de la presse et des médias, dont nous percevons qu'ils ont subi depuis
plusieurs années maintenant la concurrence des plateformes et des réseaux sociaux. Concurrence économique, à commencer par cela, puisque les recettes publicitaires qui historiquement fondaient leur modèle économique ont été captées par les plateformes de façon assez radicale et rapide. C'est effectivement tout à fait notable. Et donc il y a une fragilisation du modèle économique d'abord des acteurs médiatiques dits traditionnels. Donc l'enjeu pour ces acteurs aujourd'hui, l'enjeu du futur, c'est à la fois d'être capable d'avoir des stratégies de reconquête des territoires numériques pour aller chercher les publics sur les applications et les différents réseaux sociaux. Et donc, il y a certains médias qui ont très bien su, aujourd'hui, opérer ce travail. Il y a une deuxième réalité, c'est que ces médias, parfois, ont produit des contenus, je dirais, qui ne sont pas à la hauteur des attentes et que la concurrence des acteurs du numérique, aujourd'hui, est aussi réelle sur l'enjeu de qualité du traitement éditorial. Et donc, là-dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le but n'est pas de faire une publicité des médias à l'école, le but est véritablement aujourd'hui de faire des citoyens qui soient peut-être plus attentifs et plus exigeants quant à la qualité de l'information qui leur est proposée. D'accord. Mais à Taïwan, le média qui a le plus confiance, c'est aussi PTS, mais c'est pourtant pas les médias qui attirent des personnes pour les suivre. Et encore moins des personnes qui veulent payer, parce que PTS, c'est la station de télévision publique, il y a un système payant aussi, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à payer cela en fait. Mais est-ce que cela peut être inclus dans la sensibilisation du public? Comment ça peut se faire, se traiter en fait? Là-dessus, encore une fois, je reviens sur la nécessité de revenir aux fondamentaux de l'information et de faire ce travail en permanence. Parce qu'effectivement, il y a une forme de concurrence déloyale qui s'est opérée aujourd'hui par les plateformes et les réseaux sociaux numériques, qui a donné l'idée aux populations civiles que l'information, finalement, n'avait pas une valeur en tant que telle. Or, la valeur de l'information aujourd'hui est extrêmement importante. Produire de l'information a un coût et effectivement, je crois que plus nous serons en capacité de faire passer ce message auprès des publics, de dire que l'information n'est pas un bien de consommation comme un autre qui serait relatif et comparable à toutes sortes d'informations, mieux nous parviendrons effectivement à faire se poser les bonnes questions aux différents publics concernés. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont intéressantes dans la façon dont des médias dits traditionnels et des médias émergents, parce que je ne voudrais pas opposer aujourd'hui les acteurs dits traditionnels des acteurs émergents. Il y a dans l'une comme dans l'autre sphère des acteurs de qualité et des acteurs de médiocrité. Et donc, je pense qu'il faut justement observer de façon très très fine la façon dont aujourd'hui de nouveaux formats médiatiques émergent, qu'ils soient portés par des médias dits traditionnels ou par des acteurs de l'innovation ou de nouveaux acteurs de l'information, et effectivement les aider aujourd'hui à avoir une visibilité, puisque la principale difficulté, par la logique algorithmique aujourd'hui, est justement de promouvoir ces contenus de qualité. Donc il y a un travail qui est complémentaire aujourd'hui de tous les efforts qui peuvent être entrepris dans le domaine de la régulation, dans le domaine également de contrer la désinformation par évidemment un travail de fact-checking, par un travail d'analyse fine et critique aujourd'hui des contenus diffusés. Et je pense que ces efforts en matière de régulation, de fact-checking, demeurent seuls insuffisants si nous ne commençons pas dans les systèmes éducatifs par imposer, par exiger une éducation aux médias et à l'information dans une perspective de citoyenneté numérique évidemment, mais dans une perspective surtout de préparer les sociétés futures, puisqu'on va toucher à des enjeux de compétences aussi bien scientifiques, techniques, numériques, que des humanités, de la citoyenneté de demain. Donc vous voyez, c'est un effort, je dirais, qui est global, qui doit aujourd'hui irriguer la manière dont les autorités publiques doivent envisager ces sujets pour sortir d'une impasse qui est celle de se poser toujours la même question, dois-je interdire l'accès à des systèmes d'information? Nous savons que ce n'est pas dans les démocraties le réflexe premier. Du coup, tout revient à la même base des fondamentaux et de l'éveil critique au plus jeune âge. Et plus j'avance dans la vie du Clémy, et plus je me dis que c'est notre mission première. Bien, merci beaucoup de ce partage. Merci. Merci. Merci de votre invitation. Vous êtes à l'écoute de Radio Taïwan International.